Jason entre avec le fusil du calibre 22. Matt sonne à la porte. Lorsque Ken descend pour ouvrir, Jason lui tend une embuscade. Hey. Ken attrape le canon de l'arme, mais il est déjà trop tard. Jason tire 7 fois. C'est son père. Hey. Jason et Matt mettent la maison à sac pour simuler un cambriolage. C'est grave. C'est grave. Ils ramassent les douilles, mais dans leur empressement, ils en oublient une. Matt se débarrasse des vêtements de Jason et essaie d'endommager le fusil pour éviter les tests balistiques. Mais le sang de McLennan dans le canon, ainsi que la douille abandonnée sur les lieux du crime, suffisent lors du procès. Jason McLennan plaide non coupable et affirme avoir tué son père en état de légitime défense. Comment ça? Le jury ne le croit pas. Non. Jason est condamné à la prison à perpétuité Oui. pour meurtre avec préméditation. Regarde-toi. Matt Muller Les millions. est coupable de meurtre sans Oui. préméditation et est condamné à 30 ans de prison. Et Parfois, je me réveille le matin et je suis surpris en voyant les barreaux. J'arrive toujours pas à croire que je suis en prison. Je ne comprends pas comment j'ai pu prendre de telles décisions. Leur plan s'est déroulé sans accroc. Mais leurs mensonges n'ont pas tenu face aux preuves scientifiques. Tout avait été prévu. Ce n'était pas un meurtre survenu sans qu'on s'y attende. Il avait été planifié. Ils y ont réfléchi, ils ont élaboré toute une stratégie. Ils ont fait ce qu'ils ont pu pour nous lancer sur de fausses pistes. Quand le jury a vu toutes ces preuves, il a compris que ce n'était pas un accident. L'épreuve médico-légale était très importante. On avait l'ADN, les cartouches et la tache de sang. C'est grâce à ces preuves que nous avons compris que Jason avait sans aucun doute appuyé sur la détente. Et que Matt était impliqué dans le meurtre. vraiment. Dans cette sombre affaire, Vraiment. 3 vies ont été brisées. Celle de Kenneth McLennan, la victime, bien sûr. Peut-on... Je veux me calmer d'abord. Écoutons l'histoire sur Miwaros. Écoutez l'histoire. C'est une histoire des gosses des riches. Je sais ce que vous attendez de moi. Mon PayPal. J'ai mon PayPal pour les cuillères. Pardon. Vous n'allez rien me donner. C'est pas grave. On ne sait jamais. Il peut avoir une âme de bonne conscience qui peut me donner quelque chose. Mon petit PayPal. Vu que on m'a déjà enlevé tout. Et posé sur mon petit PayPal. Il est quoi?
Voilà mon PayPal que j'ai mis. Hâte la joyeuse veuve. On ne sait jamais. On écoute l'histoire. Parce que moi, je sais ce qui se passe. Parce que j'étais là dans TikTok. Il y a un énergumène qui m'a appelé pour me raconter des histoires. Là. Je n'ai pas envie de ça. C'est des temps, je suis trop tendu. TikTok me rend un peu joyeuse. Mais entrer dans mon monde des enquêtes impossibles. Parce que c'est mon monde. On peut écouter bien. Imaginez ces derniers hommes. Écoutez très bien cette histoire. On commence. Un homme d'affaires prospère est assassiné lors d'un cambriolage. Les inspecteurs suspectent un complot. Le meurtrier avait tout prévu. On leur avait même proposé d'y participer. Des amis se dénoncent. J'ai rien fait. Il n'avait pas l'air de comprendre à quel point il était impliqué. Et des preuves étonnantes apparaissent au grand jour. Ces lycéens étaient impliqués et peut-être que l'un d'eux l'avait fait. Une femme politique décède d'une façon étrange après avoir eu des démêlés avec la justice. Les médecins ne parviennent pas à s'expliquer sa mort. Une femme de 50 ans qui succombe brutalement à une crise cardiaque, j'avais jamais vu ça. Une preuve microscopique indique qu'il s'agit d'un acte criminel. Personne ne pouvait expliquer ces 13 piqûres. Ses ennemis politiques sont-ils responsables? Ou le coupable fait-il partie de son entourage? À mon avis, il la détestait. On s'enfonce encore plus dans le sordide par la suite. PayPal. Bonjour, soyez les bienvenus pour suivre en ma compagnie ce nouvel épisode de PayPal est là. Enquêtes impossibles. Les enquêteurs de la police scientifique sont aujourd'hui capables de déduire quantité d'informations à partir de minuscules indices. Une éraflure sur une douille, une trace de pas laissée dans la neige, une goutte de sang ou un poil d'animal peut les mener au meurtrier. Mais face à des crimes dont le mobile et la violence défient la raison, ils seront toujours incapables de comprendre ce qui s'est réellement passé dans le cerveau malade d'un assassin. Peu après minuit, à Saint-Cloud, dans le Minnesota, Jason McLennan, 17 ans, rentre chez lui après être sorti avec un ami. Il prend une douche au rez-de-chaussée et avant d'aller se coucher, monte à la cuisine pour se préparer à manger. Dans l'entrée, près de la porte, il voit son père par terre, baignant dans son sang. Lorsque les ambulanciers arrivent, ils trouvent le père de Jason mort au pied de l'escalier. Ken McLennan avait 53 ans. Il a été tué par balle. Il semble que Ken McLennan ait descendu les escaliers et soit tombé sur un cambrioleur. Lorsqu'on descend en peignoir, ça veut dire qu'on ne s'attend pas à croiser quelqu'un avec une carabine en bas de l'escalier. Bah non. Il avait des blessures à la tempe, au front, à la gorge, à la poitrine, à la main droite et dans le dos. L'attaque a été si rapide et soudaine que McLennan a à peine eu le temps de réagir. Il a attrapé l'arme. Il a tendu la main et a agrippé le canon du fusil. La première balle lui a traversé la main. Il y a eu au moins 6 coups de feu, peut-être 7. Et toutes les balles ont touché Ken McLennan. Le tueur prend le temps de ramasser les douilles, mais en oublie une. Il restait une douille de 22 près du corps. Le mobile semble être le vol. On a découvert que le portefeuille de Ken ainsi que du liquide, des cartes de visite et de la monnaie étrangère ont été volés au domicile de la victime. Ken McLennan était veuf. Il était vice-président d'une entreprise et responsable des ventes à l'international. Il voyageait souvent et venait tout juste de rentrer chez lui. Il vivait assez confortablement. Il pesait plus d'1 million de dollars en termes d'assurance vie et d'actifs. La famille McLennan était assez riche et on a donc creusé de ce côté. On a cherché à qui profitait sa mort. Alors que le soleil se lève le lendemain du meurtre,
la police trouve de nouvelles preuves dans la neige, des empreintes de pas dans le jardin qui mènent directement à la porte d'entrée. La police est convaincue que ces empreintes appartiennent au tueur. Lors de l'autopsie de Ken, le légiste trouve 7 balles de calibre 22. En examinant ces cartouches, la police découvre qu'il y a 4 types de munitions différentes. Il est donc probable qu'il y ait eu plusieurs tireurs. Ou alors, le meurtrier essaie de mener la police sur une fausse piste. En général, les cambrioleurs font en sorte de ne pas croiser les propriétaires. Ils veulent entrer et sortir le plus vite possible. Ce serait vraiment étrange, selon moi, qu'un voleur tire autant de fois sur quelqu'un. La police est obligée de considérer Jason, un adolescent de 17 ans, comme suspect, car c'est le fils de la victime. On a pris les vêtements qu'il portait la première fois qu'on l'a vu. Et il n'y avait pas l'air d'avoir de sang dessus. On a aussi testé les résidus de poudre, mais le résultat a été négatif. Il n'avait pas le moindre résidu de poudre sur les mains. Le second suspect potentiel est la fiancée de Ken, une femme d'affaires suisse, Alessandra Lotens. Elle vivait avec Jason et Ken quand ils habitaient en Floride. Et sa présence dans la maison ainsi que le fait que Ken et Alessandra soient en couple était un sujet de dispute entre le père et le fils. Leur mariage avait été repoussé. On a pu obtenir les emails de sa fiancée qui indiquaient qu'il y avait des problèmes entre eux au moment de la mort de Ken. Elle faisait cependant toujours partie des bénéficiaires de l'assurance vie de Ken. Et cette assurance valait 100 000 $. Toutefois, Alessandra était en Suisse au moment des faits. Elle est ainsi rayée de la liste des suspects. La police se tourne vers la piste des empreintes de pas relevées sur la scène de crime. Le fils de la victime, Jason, indique aux policiers que 2 des séries d'empreintes sont les siennes et celles d'un ami. Comme Jason n'avait pas le droit de fumer à l'intérieur, lui et son ami sont sortis. Leurs chaussures sont envoyées à Susan Gross pour lui permettre de les comparer aux photos de la scène de crime. Je mets de l'encre sur la semelle des chaussures et j'appuie le transparent dessus. Je le compare ensuite à la photo de la scène de crime que la police me fournit. Ces transparents confirment que les 2 empreintes se trouvant à gauche de la maison sont bien celles des 2 adolescents. Les empreintes relevées de l'autre côté de la maison sont différentes. Elle contournait la maison pour accéder à la porte d'entrée, mais elle ne ressortait pas de la maison. On s'est tout de suite intéressé à ces empreintes. C'est devenu notre piste principale. Il n'existe aucune branche de la science policière qui soit aussi importante et aussi négligée que l'art de comprendre les empreintes de pas. C'est ce qu'affirmait Sherlock Holmes au cours de l'une de ses enquêtes. Les experts d'aujourd'hui donnent raison au célèbre détective. Les traces de chaussures sont, avec les empreintes digitales et les marques d'objets et d'outils, les plus souvent collectées sur les scènes de crime. Car, en dépit de leur fabrication en série, les semelles comportent la plupart du temps de légères anomalies ou des traces d'usure qui permettent de J'ai appris différencier. certaines choses, maman. Dans notre affaire, les spécialistes introduisent les empreintes prélevées dans la neige dans une puissante base de données. La police les Écoutons compare l'histoire, grâce à un c'est une programme belle histoire. informatique qui peut identifier n'importe quelle marque et modèle. Grâce à cette comparaison, on a découvert que c'était des chaussures Lugz de New York qui avaient fait ces empreintes. Après d'autres recherches, les policiers découvrent que de nombreux magasins de Saint-Cloud dans le Minnesota vendent des Lugz, très en vogue dans le monde du hip-hop. C'est alors que la police reçoit des renseignements d'un informateur inattendu. J'ai reçu un appel du père d'une jeune fille du lycée technique. Il nous a dit que sa fille avait été bouleversée en entendant des histoires sur le meurtre alors qu'elle était en cours. Elle a entendu parler d'un complot.
Elle était en larmes et elle a dit avoir peur de nous raconter son histoire. En enquêtant sur le meurtre de Ken McLennan, la police découvre que la relation entre le père et le fils était houleuse. Ken avait abandonné la mère de Jason alors qu'elle était en train de mourir d'un cancer, et Jason lui en voulait énormément. Même si Ken et sa femme ne s'entendaient pas très bien, c'est évident qu'abandonner pendant des semaines son épouse qui est à l'hôpital et partir à l'autre bout du monde, en laissant son fils de 12 ans s'en occuper, ne donne pas une très bonne image de lui. On a découvert que Jason s'est mis à changer de comportement. Il était très agité et il s'est mis à avoir des problèmes à l'école. Après le décès de sa femme, Ken continue de voyager pour son travail. On racontait qu'il laissait Jason pendant des semaines sans rien dans le frigo et sans argent pour faire des courses. Je ne sais pas quelle est la part de vérité, mais de toute évidence, Jason ne mourrait pas de faim. Après le meurtre, les policiers obtiennent des informations d'un camarade de classe de Jason. Quelqu'un avait demandé une arme à un lycéen. Plusieurs élèves en avaient entendu parler. Ce lycéen les informe que Jason a demandé à plusieurs personnes de l'aider à tuer son père et que toutes ont refusé. Tout le monde s'est dit que ça n'arriverait jamais. Dans leur monde, rien ne pouvait les atteindre et ce genre de choses n'arrivait qu'aux autres. Cet informateur apprend à la police qu'un de ses amis, Matt Moller, a accepté de fournir à Jason une arme contre de l'argent. L'inimaginable s'est-il produit. Jason McLennan a-t-il assassiné son père avec la complicité criminelle de quelques camarades? Ah certes, l'adolescent nourrissait de nombreux griefs à son égard. Il lui reprochait d'avoir abandonné sa mère alors que son pronostic vital était engagé. Et il supportait difficilement d'être livré à lui-même dans une maison vide et sans armes. Mais entre la formulation de reproches légitimes et le passage à l'acte, qui aurait dû avoir un pas infranchissable, Jason McLennan a-t-il aboli cette limite? La haine qu'il éprouvait à l'égard de son père était-elle irrépressible? À moins qu'un autre argument, tout aussi détestable d'ailleurs, les poussait à agir. Je m'assois bien. Matt était un adolescent ordinaire qui s'est laissé amadouer par l'argent. Un gosse de riche lui a dit qu'il pourrait faire partie de son monde, qu'il pourrait s'offrir une superbe maison, une superbe voiture, et qu'il changerait sa vie s'il l'aidait. Il est entré dans son jeu. La police découvre une carabine de calibre 22 dans la chambre de Matt. Elle est envoyée à la balistique. Kurt Moline teste la carabine en tirant dans une cuve remplie d'eau. Je me mets sur le côté de la cuve et je tire. Les balles entrent dans l'eau, ralentissent et finissent par atterrir au fond. Ensuite, je les récupère à l'aide d'un aspirateur. Ces balles lui servent ensuite de modèle pour les comparer à celles retirées du corps de Ken McLennan. Les rainures des cartouches ne correspondent pas. En examinant l'arme de plus près, il comprend pourquoi. Un endoscope, un dispositif grossissant muni d'une fibre optique, révèle des éraflures à l'intérieur du canon et de la culasse. Les rayures semblaient avoir été faites récemment. Elles étaient de couleur argentée. Quelqu'un avait gratté la couche de bleuissage que les fabricants appliquent à l'usine. Quelqu'un a éraflé la culasse de l'arme pour empêcher tout examen balistique. La prochaine étape consiste donc à comparer les douilles de la scène de crime avec celles du test balistique. L'expert en balistique observe donc la marque du percuteur sur les balles. Elles sont identiques. À l'intérieur de la culasse, les experts retrouvent aussi une goutte de sang qui est tout de suite soumise à une analyse ADN. Les résultats sont sans appel. Il s'agit du sang de McLennan. C'était logique qu'on trouve du sang à cet endroit vu que la victime avait tenu le canon de l'arme au moment du coup de feu. À cause du contact direct entre la main et l'arme, du sang a été projeté dans la culasse.
Lorsque la police lui montre les preuves, Matt Moller avoue être impliqué, mais insiste sur le fait que c'est Jason qui a tué son père. Il a essayé de me convaincre de le tuer parce qu'il savait qu'il serait le suspect principal. Mais je pouvais pas. Je voulais pas être impliqué là-dedans. Et il m'a dit qu'il n'y avait pas de problème. Il m'a pris le fusil et m'a dit d'attendre dans la voiture. Les Matt enfants affirme qu'on avoir accouche entendu les maintenant, coups de feu avant que Jason ne revienne à la voiture lui rendre l'arme. Jason rentre ensuite chez lui. Et le fusil, tu as essayé de le modifier? J'ai mis une clé Allen dans le canon. Tu as mis une clé Allen? Il m'a dit que si je voulais m'en sortir, il fallait que je modifie le fusil et que je change la culasse. Et Matt est au courant d'un autre détail qui n'a pas été rendu public. 4 types de cartouches de calibre 22 ont été utilisés. Ils avaient parlé du fait de prendre des munitions différentes pour que si jamais la police retrouve les douilles, ce soit plus difficile de remonter jusqu'à ce fusil. Matt maintient que Jason lui a donné 1000 $ en échange du fusil. Cependant, lorsque la police interroge Jason, il nie toute implication dans le meurtre de son père. écoutez, Angie, tu vas pas J'ai rien fait. Si j'avais fait un truc pareil, j'aurais jamais payé un mec. Même si j'aimais pas mon père, même si je le détestais, je regarde la télé. Je vois toutes les séries et je sais qu'on s'en sort pas facilement. Je suis pas débile. J'ai peut-être des sales notes, mais je suis pas idiot. Jason s'en tient à son histoire. Il affirme avoir trouvé son père mort en sortant de la douche. Il maintient qu'il ne sait pas qui l'a tué. Les inspecteurs ont donc 2 versions du meurtre et ne savent pas laquelle choisir. Lorsque l'histoire du meurtre de Ken McLennan passe à la télévision, plusieurs lycéens de Saint-Cloud appellent la police pour dire que le fils de la victime leur a proposé de l'argent pour tuer son père. L'un des élèves qu'on a interrogé était présent chez les McLennan quelques semaines avant enquête le meurtre. impossible. Matt se tenait Moi, dans je regarde ça l'entrée sur pendant que YouTube. Jason et C'est ce sur individu YouTube. simulaient des coups de feu en imaginant que Ken rentrait chez lui. Cela signifie qu'une 3e personne peut être impliquée. On s'inquiétait parce qu'on pensait que Jason avait proposé à certains d'entre eux de l'aider à tuer quelqu'un et peut-être qu'un de ces lycéens avait commis le crime. Mais les inspecteurs font un bond dans l'enquête lorsqu'un élève les mène à des preuves cruciales. Le lendemain du meurtre, cet élève nous a confié qu'il savait où se trouvaient les vêtements ensanglantés que Jason portait au moment du meurtre. Wonderful. La police trouve les vêtements à l'endroit exact que le lycéen leur a indiqué, enterrés dans la propriété des parents de Matt. Ils ont trouvé une chemise écossaise rouge, un jean bleu avec un gant dans la poche arrière et une paire de chaussettes blanches. Ils ont aussi trouvé des affaires de Ken McLennan dans son portefeuille, ses cartes de visite et de l'argent étranger. Les vêtements appartiennent à Il y avait les Jason. zéros Les dedans. lycéens Il y a les ont vu les données. porter le Les jour du zéros sont crime. dedans. Des tests ADN prouvent que le sang sur les habits est bien celui de la victime. Grâce à cette découverte, on pouvait prouver, au-delà du doute raisonnable, que le jean appartenait bien à Jason et que le sang était celui de Ken. Le gant taché de sang est encore plus incriminant. Des tests ADN prouvent que c'est bien Jason qui l'a porté. Les analystes trouvent sur le gant des résidus de poudre qui appartiennent à 4 types différents de cartouches de calibre 22. Vraiment. Ce qui était important, ce n'était pas seulement les résidus de poudre sur le gant. Ces résultats corroboraient surtout la version de Matt Moller selon laquelle il y avait plusieurs types de balles. Et le sommeil. Cela tendrait à prouver que c'est Jason qui a tiré les coups de feu mortels. Mais le procureur a un problème de taille. Il ne sait toujours pas à qui appartiennent les empreintes de chaussures retrouvées dans le jardin et qui conduisaient à l'entrée de la maison.
On savait que plusieurs lycéens avaient parlé de l'argent qu'ils auraient pu en retirer. Ils pensaient qu'ils vivraient la grande vie. C'est pour ça qu'on a dépensé autant d'énergie pour découvrir à qui appartenait cette empreinte de pas. Au point où nous en sommes arrivés dans le déroulement de cette enquête, la théorie du complot semble avérée. Jason McLennan a sollicité, en échange de paiement, l'aide d'un ou de plusieurs camarades pour assassiner son père. A-t-il lui-même pressé la détente de l'arme ou a-t-il laissé à un autre le soin de s'en charger? Il a laissé un autre. Des traces de sang lui appartenant prélevées sur le barillet tendent à prouver sa culpabilité. Pour autant, les empreintes de pas trouvées dans le jardin et qui n'ont toujours pas été identifiées posent problème au procureur. Si un autre adolescent est impliqué dans l'homicide, l'avocat de la défense pourra plaider le doute raisonnable. En effet, en droit anglo-saxon, le juge fonde sa décision sur les preuves d'une culpabilité hors de tout doute raisonnable. Cette notion n'est pas reconnue en droit français, où le juge est autorisé à statuer selon son intime conviction. Il fallait montrer au jury d'où venaient ces empreintes. Le procureur va donc parler à Matt Moller en lui rappelant qu'un meurtre au premier degré est passible de la prison à perpétuité. Matt accepte de plaider coupable pour meurtre sans préméditation, si la Non, c'est peine est le gars, réduite. alors. Et il avoue que ses chaussures lui appartiennent et qu'elles sont cachées quelque part. Il les remet à la police. Il dit avoir fait les empreintes pour mener les inspecteurs sur une fausse piste. Je les ai mises côte à côte pour les comparer. J'ai regardé leurs caractéristiques, le motif sur la semelle et la taille des chaussures. Cette chaussure correspondait parfaitement aux empreintes se trouvant sur la scène de crime. Le procureur pense que Jason a tué son père parce qu'il le détestait. Il lui en voulait d'avoir abandonné sa mère qui mourait d'un cancer. Il en avait aussi après son argent. La fortune de Ken était estimée à plus d'1,5 million de dollars et Jason voulait tout rafler. La nuit du meurtre, Ken rentre de son voyage d'affaires et va directement se coucher. Jason et Matt attendent dehors qu'il s'endorme. Matt utilise la 3e paire de bottes pour marcher jusqu'à l'entrée de la maison et ainsi tromper les enquêteurs. Jason entre avec le fusil de calibre 22. Matt sonne à la porte. Lorsque Ken descend pour ouvrir, Jason lui tend une embuscade. Ken attrape le canon de l'arme, mais il est déjà trop tard. Jason tire 7 fois. Mais ça, il a tué son père. Jason et Matt mettent la maison à sac pour simuler un cambriolage. Ils ramassent les douilles, mais dans leur empressement, ils en oublient une. Ah, la pierre de Dieu. Matt se débarrasse des vêtements de Jason et essaie d'endommager le fusil pour éviter les tests balistiques. Mais le sang de McLennan dans le canon, ainsi que la douille abandonnée sur les lieux du crime, suffisent lors du procès. Jason McLennan plaide non coupable et affirme
affirme avoir tué son père en état de légitime défense. Comment ça? Le jury ne le croit pas. Jamais. Jason est condamné à la prison à perpétuité pour meurtre avec Et préméditation. l'argent. Et l'argent. Matt Muller plaide coupable de meurtre sans préméditation et est condamné à 30 ans de prison. Parfois, je me réveille le matin et je suis surpris en voyant les barreaux. J'arrive toujours pas à croire que je suis en prison. Je ne comprends pas comment j'ai pu prendre de telles décisions. Leur plan s'est déroulé sans accroc. Mais leurs mensonges n'ont pas tenu face aux preuves scientifiques. Tout avait été prévu. Ce n'était pas un meurtre survenu sans qu'on s'y attende. Il avait été planifié. Ils y ont réfléchi, ils ont élaboré toute une stratégie. Ils ont fait ce qu'ils ont pu pour nous lancer sur de fausses pistes. Quand le jury a vu toutes ces preuves, il a compris que ce n'était pas un accident. Les preuves médico-légales étaient très importantes. On avait l'ADN, les cartouches et la tache de sang. C'est grâce à ces preuves que nous avons compris que Jason avait sans aucun doute appuyé sur la détente et que Matt était impliqué dans le meurtre. Dans cette sombre affaire, 3 vies ont été brisées. Celle de Kenneth McLennan, la victime, bien sûr. Peut-on imaginer ces derniers instants, lorsqu'il a vu tirer brutalement de son sommeil son fils, se jeter sur lui, une arme à la main? Les adolescents meurtriers ensuite. Ils ont été respectivement condamnés à la peine de prison à perpétuité et à 30 ans de réclusion. Le parricide, l'acte de tuer un parent, est le crime qui a la plus forte charge symbolique. Dans son essai Dostoïevski et le parricide, publié en 1928, Sigmund Freud présente le parricide comme sujet central de 3 chefs-d'œuvre littéraires: Édipe roi de Sophocle, Hamlet de Shakespeare et les frères Karamazov de Dostoïevski. Dans la vie réelle, on se souvient de l'affaire Violette Nausière, qui empoisonna ses parents en 1933, et d'Ida Bossard, qui tua son père en 1989. En France, au XIXe siècle, parce qu'il menaçait l'ordre social, le parricide faisait l'objet d'une incrimination spécifique et était placé au sommet de la pyramide criminelle. Leurs auteurs étaient non seulement punis de la peine de mort, mais la condamnation s'accompagnait d'un cérémonial particulier. Le condamné, le visage couvert d'un voile noir, avait le poing tranché avant d'être décapité. C'est Louis-Philippe qui abrogea ce rituel cruel en 1832. Dans la seconde histoire que je vous invite à suivre maintenant, nous verrons. Moi, je veux dormir. C'était les enquêtes impossibles de la veuve joyeuse. De décider que voilà les émissions que chaque soir, on va écouter ici chez la veuve joyeuse. J'en ai marre des histoires de... C'est vrai que je peux dire que bah oui, mais moi-même je crée certaines histoires. Oui. Mais je crée certaines histoires pour que vous ouvrez les yeux de ce qui se passe. Au moins, on va dire que je t'ai appelé combien de fois, tu n'as pas répondu. La vantardise. C'est quelque chose qui est un peu éphémère. C'est-à-dire que c'est comme une feu de paille. Oui. Quand tu n'es pas sûr de toi, quand tu n'es pas sûr que tu as les pieds sur terre, quand tu n'es pas sûr que tu peux, oui, ne te vante pas. Attention. Ouais. Il faut être comme moi, électron libre. Les gens comme moi qui dénoncent certains faits, certaines choses dans les réseaux sociaux, je ne suis pas trop suivi. Je suis suivi dans mes bêtises que je fais quand je mange, quand je danse sur tout mon cul dans les réseaux sociaux, ou bien j'insulte les machins, ou bien je bouge les gens. Là, je suis connu. Mais quand je viens, je dénonce certaines choses, moi je donne les noms. Je ne suis pas en parabole. Oui. Quand on dit qu'on est leader, on doit être haute. Les mélanges là, parce que pour moi, que nous tous, on doit faire attention. Nous les blogueurs des réseaux sociaux. Trop le mélange engendre le mépris.
un mépris total. Il y a les gens, leur vie, leur jeu, leur suivi, c'est de se rallier avec certains gens qui sont sous baptême pour les dominer dans la soumission. Moi, je ne fais pas partie de ces gens-là. Mais ceux qui acceptent ce genre de choses, voilà ce qui arrive toujours. C'est la bêtise. Donc, j'ai déjà trop passé mes temps-ci. Moi, je suis fatigué. J'ai bu mes putations là. J'ai mangé, j'ai fumé ma cigarette. J'ai mon verre de vin là que je vais finir après. Moi, j'ai une vie. J'ai vécu comme j'ai vécu. Comme j'ai vécu. Et dans mon vient encore me voir demain. On va encore aller au parc. On va s'amuser. Si y a l'argent, je lui offre les petits cadeaux. On vient là, on dort, on ronfle. Les roulottes. C'est ça qu'il s'agit. Il faut faire attention à la vie. Tu peux élever un enfant. Tu peux accoucher un enfant. C'est ton enfant là qui te kilame. Voilà, c'est ici. Les enquêtes possibles, c'était M. Feu Pierre Bellemare qui nous racontait ça à l'époque. Quand on était, j'ai suivi ça au Cameroun. À l'époque, c'était ça passé dans RTL, Belgique. À la RTL, BFM, c'est quoi? C'était en Belgique que ça passait. C'est ce que nous voyons à l'époque. À l'époque, c'était ça. Et ce sont des histoires tirées de faits réels. Vous comprenez? Tirées de faits réels. Donc, il faut faire attention. Quelqu'un peut être avec toi matin, midi et soir, c'est la personne qui te tue. Comment un garçon, même si son père a fait quoi avec sa mère, comment un garçon peut prendre le fusil, tirer 7 fois sur ton père, boum, boum, tu as l'argent, tu as tout, tu es dans une maison luxueuse avec la piscine, tu as tout, belle voiture, tout. Prends pas le prétexte. Bon, en tout cas, il y a les contextes familiaux qui sont aussi un peu durs, hein, il y a les gens, surtout aux États-Unis, qu'ils ont introduit les armes de leur vie, parce que les armes font partie de la vie des Américains. On a vu une petite fille, elle a pris l'arme, elle voulait jouer avec, elle a visé sa main sur la tête. La voiture a commencé à faire. Il y a beaucoup de cas. Quand vous choisissez le mal, parce que l'arme, c'est le mal. Vous apprenez les enfants à tirer. Je me souviens même que même à l'époque au Cameroun, il y avait aussi les armes au Cameroun à l'époque. Hein. Quand j'étais petite, oui. Il y avait on appelait ça les carabines. Je me souviens très bien. Parce qu'on allait au village. Bon, moi je ne tirais pas. Nous, les filles ne tiraient pas, mais mon père, il avait tous les. Oui, ça se coûtait bien quand même, oui. Il y avait les carabines au Cameroun, oui. Les carabines, oui. Mais c'est plus, ça existe toujours, oui. Les armes circulaient beaucoup. Toutes les familles avaient les armes. Surtout nous, bon, tout peut-être qu'ils allaient. Ils ne tuaient pas quand même. Bon, ça arrivait des accidents, bien sûr, mais il y avait quand même aussi des accidents mortels. Oui. Il y avait, bon, il y avait beaucoup des armes au Cameroun à un moment. Hein. Et moi, je vous dis la vérité. Toutes les familles avaient des armes dans les maisons. Il y avait des carabines, des armes partaient bien consommées, bien consommées. Ça veut dire qu'on va chasser dans la nuit, quoi. On va chasser dans la nuit, comme ça, on va tuer les animaux et tout ça. Mais il y avait des règlements de compte aussi, hein, que te tirais dessus. Après, tu disais que non, il a fait errer, quoi, que c'était un animal. Vous voyez un peu, il y a eu ce genre de choses aussi, parce qu'il y a les armes aussi. À l'époque, il y en avait. Oui, moi, je me souviens très bien. Mais bon, c'était que les carabines, il n'y avait pas les pistolets. Hein, donc, voilà. Mais en tout cas, moi, j'ai mon pistolet qui est là, qui est toujours là, qui me garde. C'est ce, je vous embrasse, portez-vous bien. Abonnez-vous dans ma page et abonnez-vous surtout dans ma page TikTok. Veuve 237. Voilà. Bonne nuit à vous. Chaque personne fait des erreurs dans la vie. Et il faut réfléchir avant de faire certaines choses. Voilà. Voilà un fils qui a tué, tiré d'une histoire réelle. Oui. Il y a même des protagonistes qui sont là, qui parlent là. On va filmer. S'il y a des enfants, comment déjà tué leurs parents? En fait, lui-même vous a relaté à la fin du 19e siècle ce qui se passait quand on était en train de tuer les gens. On était en train de guillotiner les gens à l'époque. Donc,
Ils vous ont tout dit. Donc moi, je vais pour m'amuser dans mon nouveau... J'ai un nouveau truc là. Je ne vous dis pas le nom. Je vais m'amuser là-bas. Ah oui? Oh, toutes mes condoléances. Paix à son âme. Et oh, tout ça que j'étais bien, je vais quand même, on va quand même mettre un petit. Battery media. Oh, Connected to Galaxy IQ4. oh, moi je vais mettre un morceau qui va te consoler. Oh, paix à son âme. J'ai mis à mon patois, hein, Jeannette Morgan. Voilà. Son nom va reposer en paix. Tu vois, c'est très dur de perdre quelqu'un. Hein. Quand tu peux en être cher, tu es réduit à... Tu es réduit à... Vraiment. En tout cas. Bonne nuit. Hein. Que son âme repose en paix. Aide ton cœur à supporter les épreuves de la vie. Parce que perdre un être cher, un mari, un frère, une soeur, une maman, un papa, un enfant, c'est très douloureux. Donc, je souhaite encore toutes mes condoléances. Je connais bien ce morceau. C'est le morceau de l'hymne de l'Angleterre. Ça s'appelle God Save the Queen. C'est en anglais. Donc, tu peux écouter ça en anglais aussi. Donc, c'est un morceau qui est très connu. Donc, voilà. Ça s'appelle God Save the Queen. C'est l'hymne national d'Angleterre. Je suis fatigué. Je te souhaite mes condoléances. Et puis, bah, tu as mon WhatsApp si tu veux en parler. Hein? Bonne nuit. Je suis avec toi. Sois courageuse. C'est pas facile. Bonne nuit à tous mes Wallos. Tous les gens qui m'ont suivi. Ici, au moins, il n'y a pas de casser de tête que étoile. Non. Vous laissez vos étoiles là-bas. Je vais rester dans le calme ici.
Bonne nuit à vous. Merci.